J'espère que vous allez bien à la maison. C'est la dernière d'ailleurs de la saison. Espérant que vous êtes vaccinés. Moi, j'ai reçu le mien. Puis évidemment, si on veut retrouver un semblant de vie normale, il faut contribuer à l'effort collectif. C'est de notre, je pense, responsabilité à tous de le faire. Et puis justement, parlant d'été, pour retrouver un semblant de vie normale, on a plusieurs idées. Sorties, vacances avec Peggy Belland qui sera avec nous pour nous en parler. Aussi, la philosophie qui fait partie de nos vies. Vous avez sans doute réfléchi sur l'avenir de la planète Terre, de vous, de votre collectivité durant la dernière année et demie avec la pandémie. Bien, il y a M. Steven Chapados qui est un professeur en philosophie, mais également auteur d'un livre sur le sujet qui sera avec nous pour nous en parler. Nicolas Vincent Poirier, parce qu'on aura aussi besoin de légèreté. On va parler cinéma avec lui, un des films du moment les plus attendus également de cet été. Il va nous en parler un peu plus loin. Peggy Belland va nous parler de destination, vacances pour cet été. Valérie Laflamme sera donc avec nous aussi pour nous parler d'accessoires de mode. Monsieur Stéphane Boyer sera aussi avec nous, le maire suppléant, pour nous parler de la relance culturelle. On a tous hâte de pouvoir renouer avec des festivals, des spectacles, par exemple, extérieurs. Et Isabelle Dominique-Cros, vous voulez rentrer dans votre maillot cet été. En tout cas, elle m'a mis à l'épreuve. Vous allez voir, j'ai sué un bon coup. Je vous souhaite une belle émission. Mon invité est enseignant de philosophie au Cégep, donc de Saint-Laurent, mais également l'auteur aux éditions FID de son plus récent livre, soit Monde, une odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques. Vraiment une série d'exploration des grandes conceptions du monde qui ont fasciné du début de l'humanité jusqu'à nos jours. Je l'accueille, il est avec nous, M. Steven Chapados. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Et tout d'abord, pourquoi ce livre concrètement? Pourquoi ce livre? En fait, j'ai toujours été animé d'une passion pour les connaissances et aussi par une envie de communiquer mon savoir. Et puis, au fur et à mesure de mes études, j'ai été amené à lire beaucoup de trucs, à réfléchir beaucoup. Et puis, j'ai toujours rêvé de produire une sorte de synthèse de toutes ces réfléchissions, de toutes ces lectures et de toutes ces recherches. Et c'est comme ça qu'est apparue l'idée de produire un ouvrage. Et j'ai trouvé comme fil conducteur, la nature du monde ou la nature de la réalité. Et ça a donné naissance à mon ouvrage. Voilà. Et on remarque dans votre livre que vous mettez en scène des dialogues avec des grands penseurs qu'on a tous lus, qu'on a tous peut-être aussi même justement lors de notre cours de philo au Cégep, été à même d'étudier également, soit des Aristote, des Socrate, des Pythagore, Newton pour ne nommer que ceux-là. Et pourquoi avoir choisi finalement de leur donner cette parole à ceux-ci particulièrement, et pourquoi les avoir sélectionnés, ceux-ci? Oui, effectivement, une des caractéristiques de mon ouvrage, en fait, sur le plan narratif, c'est de mener ces grandes explorations, ces grands voyages, des grandes représentations du monde à travers des dialogues. Donc, je me projette moi-même dans le temps, je pars à la rencontre des grands génies fondateurs qui sont à l'origine de ces grandes représentations. Et puis, le choix de ces grands penseurs, de ces philosophes ou de ces hommes de science s'est imposé de lui-même. Donc, pour ce qui est, par exemple, de la conception atomiste du monde, j'ai choisi Épicure, qui est un célèbre représentant de cette tradition. J'ai choisi Aristote, j'ai choisi Socrate, j'ai choisi Archytas, qui est un pythagoricien. Ça m'est apparu tout simplement comme des personnages incontournables dans l'histoire des idées en Occident. Donc, voilà, j'ai fait ce choix et puis j'emmène mon lecteur rencontrer ces individus. Et pourquoi j'ai choisi la forme du dialogue? C'est tout simplement pour donner, disons, plus de vie. De réflexion. La philosophie est née un peu sous la forme du dialogue. Les premiers dialogues qu'on a conservés de Platon, justement, sont des discussions que Platon aurait retranscrites ou qu'il a imaginées entre Socrate et ses interlocuteurs. Et ça donne une sorte de caractère plus vivant à la présentation plutôt que de choisir une forme
plus prosaïque, là. Ouais. Donc, voilà, ça m'est apparu comme un bon choix sur le plan narratif. Et peut-être aussi, moi, j'étais happé puis intéressé par ce livre-là, mais qui peut être intéressé par votre livre? À qui s'adresse-t-il? À qui pensiez-vous lorsque vous l'avez écrit comme public, par exemple, cible? Bonne question. En fait, l'ouvrage, fondamentalement, est un ouvrage de vulgarisation. Donc, en principe, s'adresse au plus grand public possible. J'ai toujours en tête mes étudiants, donc des jeunes de 17 ans, 18 ans au cégep, qui ont encore un certain questionnement, une certaine ouverture à se questionner sur le monde. Donc, ma première clientèle, disons, mon premier lectorat visé, c'était mes propres étudiants dans mes cours au niveau collégial. Mais aussi, bon, évidemment, c'est plus large que simplement la clientèle des étudiants. Tout à fait. Ça s'adresse à tous ceux qui ont un intérêt à vouloir comprendre la dynamique de l'homme contemporain à partir de son histoire. Donc, tous ceux qui ont une curiosité pour la philosophie, l'histoire des sciences, la psychologie, l'anthropologie, peuvent effectivement trouver beaucoup de satisfaction à lire ou à participer à ces explorations que je leur propose. Ouais. Et je sais qu'évidemment, pour le bien des lecteurs ou des gens qui nous regardent présentement, qui vont être intéressés à aller porter un regard à la suite de notre entrevue, évidemment, vont avoir peut-être davantage de réponses que dans une entrevue de quelques minutes ensemble, mais quand même, vous soumettez quelques questions intéressantes que je veux aborder avec vous dans ce livre, parce qu'entre autres, à un moment donné, vous parlez, devons-nous persister à exploiter finalement ce monde sans gêne? Également, le préserver, quelle attitude on peut avoir pour mieux le ménager. C'est ce genre de questions qui évidemment, par les dialogues puis par les philosophes que vous empruntez les mots, que vous imaginez qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin. Mais si je vous demandais un petit peu de répondre à ces questions-là, on n'a que quelques minutes pour le faire, mais quand même, qu'est-ce que vous auriez à répondre là-dessus? Bon, évidemment, ce qu'on appelle l'exploitation et la domination du monde, c'est un phénomène relativement récent. En fait, ça date de l'époque moderne. À partir de Descartes, dont le but de la science, le but de la connaissance chez Descartes, c'était de devenir comme les possesseurs et les dominateurs de la nature. Mais évidemment, on a poussé cette logique-là peut-être un peu trop loin aujourd'hui, de sorte que, comme disent certains, en fait, certains philosophes, le monde d'aujourd'hui, il est vu à travers le concept de marchandise. Donc, le monde est tabletté, le monde est mis sur une étagère, puis on cherche à l'exploiter de façon à tirer un peu son profit personnel à travers ces exploitations-là. Donc, je pense que cette logique-là, elle est aujourd'hui poussée un peu trop loin, et tous les mouvements liés à l'écologie sont là pour nous rappeler qu'effectivement, on n'est pas séparés du monde. Hein. Ouais. Les anciens avaient bien compris ça, et on a un impact sur le monde, et il faut justement en prendre préalablement conscience pour transformer un peu notre comportement face à ça, parce qu'évidemment, c'est une voie sans issue. Je pense que si on continue à exploiter et surexploiter le monde dans lequel nous existons, le monde, évidemment, nous allons le détruire, et pour bien des espèces, c'est déjà bien entamé. Là. Et certainement, puis on a pu le voir dans la dernière année aussi, ennemie, ou presque, avec la pandémie également, ça nous a porté à voir certaines choses qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de prendre conscience, évidemment, mais aussi de porter un regard sur ce genre de bouquin, d'ailleurs, qui peut très bien nous inspirer à pousser plus loin la réflexion. Puis je me permets aussi de vous poser la question de peut-être imaginer ce que penseraient des philosophes comme des Aristote et des Socrate, des grandes théories que croient les complotistes. Que penseraient-ils? Qu'est-ce que penseraient de ça? Bien, évidemment, les grands philosophes, comme ceux dont vous avez mentionné, mais en fait, les grands intellectuels et les grands hommes de science à travers le monde, à travers le temps, ont toujours voulu aiguiser, en fait, le sens critique à travers l'exercice de la rationalité. Et les théories du complot, souvent, sont des théories qui échappent un peu à toute forme de vérification. Et on voit actuellement, justement, cette tendance à accréditer ce genre de perception-là ou de conception du monde fondée sur des complots comme une espèce de manque de sens critique. Donc, les intellectuels, ce seraient probablement, évidemment, opposés à ce genre de propagande. Donc, voilà, je pense que
le fait de côtoyer ou d'apprendre à réfléchir à travers ces grands individus-là peut juste aiguiser notre sens critique et nous rendre un peu plus méfiants face à l'effervescence des théories du complot. C'est ça, ou à toute forme d'information qui n'est peut-être pas bien, comme vous avez dit, vulgarisée et scientifiquement prouvée et prouvable finalement aussi. Je pense que vous l'avez très, très bien résumé. Et d'ailleurs, c'est un livre justement à se procurer, les éditions FID. Je réitère l'invitation pour les gens qui nous regardent. Monde, une odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques. Steven Chapados, vous en êtes l'auteur, bien sûr, et enseignant de philosophie au Cégep de Saint-Laurent. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Content de la retrouver. Elle a un nouveau titre. Oui. Est-ce que je peux le dire? Non. Ah, OK. Plein de nouveaux titres, mais le nouveau titre, voyageur, ça OK. tu pourrais le dire, là, oui, pour l'été. Mais tu vas partir avec plus de monde cet été, en voyage? Oui, probablement. OK. Oui. Ah, Vaut mieux ben oui. être accompagné que seul ou seul mal accompagné. Ben, d'ailleurs, parlons-en juste 30 secondes parce qu'on va parler de vacances, d'idées vacances au Canada, puis un top aussi 3 au Québec. Mais est-ce que tu aimes partir en vacances seul quand même, ou t'aimes ça partir avec les enfants? Tu sais, il y a quand même un plaisir de se retrouver seul aussi. Les deux, en fait. Moi, ce que je vais faire cet été, je vous le dis, il y a un moment où je vais partir toute seule. Tout simplement parce que j'adore me retrouver, pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Sinon, j'aime partir avec mes enfants aussi une semaine. Comme ça, bien, ça me permet d'être près d'eux. Mais je te dirais que les deux. Ouais, je pense que c'est un super essentiel. important. Oui, c'est un essentiel. Oui, exactement. Faut pas se négliger, faut pas s'oublier. C'est un des messages que tu nous rappelles très souvent. Oui, puis je vous le recommande à la maison, c'est important. On peut se planifier 2 petits voyages. Des fois, au lieu d'en avoir un grand, ça peut être intéressant. Puis justement, c'était le déconfinement, Alex. Comment t'as vécu ça? Moi, je t'ai déconfiné ça solide. Je peux te dire ça, là. Terrasse, feu avec des amis. Tellement de fun, un feu avec des amis. Tout à fait. Hey, tu sais, là, avec un vino, une bière, une bonne bière de microbrasserie, le bonheur simple, parfait. On l'a. Quoi demander de mieux? Ça prend un arrière-cour. Moi, en fait, j'ai encouragé un commerce, un restaurant lavallois. Je suis allée sur la terrasse du Couteau Tranché de Laval. C'était la première fois et j'ai adoré, je vous le dis, une belle petite terrasse. Et justement, c'est ce qui m'a donné envie de vous parler aujourd'hui, que ça donne espoir pour voyager cet été à travers le Québec et le Canada. Parce qu'on ne pourra pas sortir à court terme, là, évidemment, du pays. Je pense qu'il faut oublier ça encore au moins avant presque une bonne année même. Là. Ça, on saura y revenir, mais quels sont justement... Commençons par le Canada. Oui, exactement. Sortons du Québec, puis après ça, on reviendra chez nous. Oui, puis moi, je me vois déjà là, les cheveux dans le vent au volant de mon auto pour aller faire... j'ai pas de décapotable. Ah non? Si jamais il y a un commanditaire, je suis partante pour une décapotable pour faire mon escapade à travers le Québec et ou le Canada. Mais tout ça pour dire que au Canada, j'ai vraiment 3 coups de cœur que j'ai vraiment feuilleté, je me suis documentée et il y a 3 destinations qui ressortent. Tout d'abord, si vous avez envie d'aller du côté de l'Ontario, la plage de Sandbank. Je connais. Tu connais? Est-ce que tu es déjà allé? Je suis déjà allé, effectivement. Je connais beaucoup l'Ontario. J'ai habité l'Ontario également pendant un bout de temps, là, pendant presque 2 ans. Il y a Wasaga Beach également, qui est une destination très, très prisée. Je ne sais pas si tu connais également. De nom. C'est 1h15 au nord de Toronto. Ça s'effectue très bien de Montréal, ou du moins de la grande région de Montréal comme Laval. Mais je te laisse nous parler de Sandbank. Puis, Sandbank, il y a aussi, pour les amateurs de bon vin et de vélo, on peut faire une tournée des vignobles à vélo. Donc, c'est super intéressant. Puis, les amoureux du vintage aussi, il y a plein de magasins d'antiquaires, dont Sturf Antique, Victory Tree. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire en Ontario. Sinon, évidemment, moi, j'ai un gros coup de cœur pour la région de Kelowna. La ville de Kelowna, en Colombie-Britannique. Oui. C'est incroyable. Il y a le lac Okanagan qui est turquoise. On peut aussi avoir... La vallée d'Okanagan, c'est sublime. La vue des Rocheuses. Et d'ailleurs, il y a le Farmers Market là-bas qu'on peut aller visiter comme les un marché samedis. public, là, oui, finalement. un marché public. C'est vraiment magnifique, puis il y a des vignobles. À la 3e position, il y a l'île du Prince-Édouard. Là aussi, il y a des plages de plus de 1100 km. C'est beau, énorme. Hein? Es-tu déjà allé à l'île du Prince-Édouard? Non plus. Non, mais j'ai vu les photos. C'est pour ça que je dis aux gens, ça va sûrement être dans mes listes. Là. Il y a des golfs, des parcs. Juste faire le pont qui relie, là, qui évidemment nous relie à l'île du Prince-Édouard, là, c'est 13 km de long. Juste le faire, là, juste s'y retrouver, puis tu vois de chaque côté, oui, il y a des murettes de ciment, mais tu vois quand même à certains endroits la mer, tout ça, c'est magnifique. Magnifique. Juste d'aller sur ce pont-là, sans l'air salin, là. Puis moi, je me rappelle. Puis toi, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Dès que tu rentres sur l'île, ce que tu remarques le plus, en partant,
les usines McCain de patates. Non, mais c'est la première affaire que tu remarques, c'est ça. Ça te saute dans la face. Incroyable. McCain, patates, t'es là, t'es dedans. Mais il y a Anne à la maison Pignon Vert aussi. Ah, Ça, c'est ben là? oui, Ah c'est pour là. la fameuse série. Lui, Simon Incroyable. Montgomery, la série qui était très populaire ces dernières années. Si vous aimez les romans que lorsqu'on était jeune, côté nostalgie, on peut faire découvrir ça en famille, pourquoi pas? Ah, bon, on aime ça. Donc, top 3 Canada, top 3 pour les destinations canadiennes, Ontario Sandbank, Kelowna en Colombie-Britannique Oui. et évidemment l'île du Prince-Édouard. Au niveau du Québec, Vas-y j'avais donc. envie qu'on soit un petit peu plus sportif. Ouais. Donc, j'ai regardé le top 3 pour les destinations où on peut faire du vélo. Donc, évidemment, moi, j'ai fait le tour de la Gaspésie l'an dernier, mais avec un campeur. Et je peux vous dire... Un peu plus facile. Un peu plus facile. Mais il y a un beau circuit entre Matane et Percé où on peut faire du vélo. Mais Percé, c'est magnifique. Il y a Ouais. une petite rue avec des restaurateurs. On peut aller sur des plages. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être aux États-Unis, mais Ouais. on est au Québec. C'est vrai. Ouais, puis je vous le dis, même le rocher Percé, ça vaut la peine. Moi, j'avais un petit peu des préjugés là-dessus. Je me disais, pourquoi je vais aller Place voir à un rocher avec un touristes. petit trou? Ouais, ouais. Mais pas du tout. C'est magnifique. Puis le trou, en fait, il est très gros. C'est pas un petit trou. Exact. Mais il faut dire, par contre, puis là, maintenant, les locaux le savent, puis de plus en plus, les gens aussi, mais compte tenu qu'il y a des fois des roches qui tombent de la structure rocheuse, veut pas, c'est un peu à nos risques et périls maintenant. Si on Oui. y va, parce qu'il y a déjà eu, Non, on peut pas malheureusement, aller des dans le accidents, trou, on peut non, pas aller dans le trou, exact. c'est ça, Non, exactement. non. C'est juste important de le Oui, mentionner aux gens mais qui juste seraient de pas le allés. voir, ce que Ouais. je veux dire, c'est que c'est magnifique Oui. avec le coucher de soleil. Puis pour les amateurs de fruits de mer, vous êtes servis, là, les gros plateaux de fruits de mer. Exact. Bref. Tu vas sur l'île aussi, sur l'île Bonaventure, Ouais. juste en face. Oui, avec les oiseaux et tout ouais. ça. Nous, c'était fermé. Ouais, Donc, OK. encore, Ah oui. va falloir que j'y retourne. Tu vois, ça, Mais ça, tu t'es ça me sauvé confirme. d'odeur, par contre. Moi, j'ai apprécié, mais les odeurs nauséabondes, ouf. Ah, OK. Ouais. Donc, le masque, il va être Le utile. masque était utile encore. Et voilà. Deuxième destination, un peu plus proche de chez nous, le Petit Train du Nord à Saint-Jérôme. Donc, on peut faire 2 jours de vélo. Il y a vraiment une route, puis Saint-Jérôme. Puis si on descend un petit peu plus loin, évidemment, on peut aller dans le coin de Saint-Sauveur. Là. J'ai découvert un petit parc en fin de semaine passée. Il y avait vraiment un petit lac et tout ça. Fait que Saint-Sauveur, on peut marcher. Toujours aller dans- Tremblant. Tu sais, tant qu'à être là, tu peux monter à Tremblant aussi. Il y a plein de petites boutiques à patates frites. Moi, je suis allée manger C'est où? à l'Arc-en-Ciel. OK. C'était-tu bon, la Ah poutine? oui, oui. Mais moi, j'ai mangé un club sandwich avec des frites maison. Là. C'était exceptionnel. Là, le petite cantine Arc-en-Ciel. Là, regardez ça, ça vaut le détour. Sinon, pour mon troisième choix, c'était la véloroute des Bleuets. Bleuets. Ça, c'est au Oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai l'impression. Il y a un départ Exact. et une arrivée à Alma, puis il y a OK. 250 km. Donc, on peut s'amuser, mais Saguenay, Ah c'est oui. merveilleux. Le Puis lac Saint-Jean, le fjord, es-tu déjà oui, allé oui, sur... ça, oui, oui, oui. Ça, Plus ça d'une c'est, fois. je veux dire, c'est un bijou naturel. Là, je veux dire, Oui, tout à fait. faut y aller. Là. Faut aller découvrir. Puis les fameux bleuets, tu sais, tu y vas dans la pleine saison des bleuets. Mais ça, j'en ai pas cueilli. T'en as pas cueilli? Mais j'imagine que ça doit être encore beaucoup plus goûteux, là, un Oui, peu comme les c'est fraises. les bleuetières qui sont nombreuses là-bas, c'est un peu comme les fraises de l'île d'Orléans. Tu sais, il y a certains endroits à travers le Québec où on est fiers, puis on a développé une marque de commerce, mais aussi bon les produits qui s'y rattachent. Là. C'est un peu l'équivalent, les fraises de l'île d'Orléans, puis tu vois les bleuets pour Mythique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est la même affaire, Ouais. ça vaut la peine. Puis en terminant ma chronique, je voulais vous dire, préparez-vous d'avance. Oui, parce que- C'est peut-être le moment de réserver vos hôtels. Ouais. Si vous prenez un campeur, réservez votre campeur. Même les parce que campings. vous n'aurez pas de place. Les campings, c'est déjà presque tous Tout à complets, fait. là. Oui, moi, je suis saisonnière au camping de Upton. Je salue les gens du camping Upton. Mais tout ça pour dire que c'est vrai parce que j'ai des amis qui voulaient venir sur mon terrain et c'est presque complet. Donc, il faut planifier ses vacances dès maintenant. Puis, dans le fond, là, je pense que vraiment les zones vont être peut-être jaunes, oranges. On a espoir, Ouais. en tout cas, de pouvoir voyager. Fin du mois, en tout cas, si on se fie ce que M. Legault nous a dévoilé récemment, c'est, en tout cas, du moins, ce qu'on souhaite, c'est de tourner au vert partout au Québec fin juin, 28 juin, les environs. Souhaitons-le. On croise les On doigts. se croise les doigts. Il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu veux J'ai finir une une petite phrase? citation. Oui, j'ai Fini. une citation. J'adore Fini. ça. Donc, Rapidement. rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre. Là-dessus, je te souhaite de belles vacances. Oui, c'est ça. On va se revoir avant. Ah, ouais, sans doute, mais quand même. Salut. Bye-bye.
suis content de l'accueillir parce que toute la saison, on l'a eu par le truchement de la technologie. Puis je lui disais à chaque fois à quel point j'étais en forme. Je vais pouvoir lui prouver. C'est l'animatrice de 2 temps en 3 mouvements qui est avec nous autres. Salut Isabelle Dominique-Croc. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien. Je suis contente de te voir la première fois. Donc, on se voit en physique. En vrai, puis là, tu as dit, pour la dernière chronique de la saison, on va te mettre à rude épreuve. Oui. Fait que là, je me fie sur toi dans les prochaines minutes. Mais juste avant, peut-être parler, dire que toutes les capsules que tu as faites au cours des derniers mois seront sur notre chaîne tout l'été. Exactement. Donc, on en a tourné, ça fait presque 1 an maintenant. On en a tourné 180 à peu près. Wow. Et je suis contente que tu te prêtes au jeu aujourd'hui pour qu'on puisse essayer ça ensemble parce que c'est pour démontrer en fait c'est accessible. Ouais. Peu importe le niveau d'entraînement, et toi, tu es quelqu'un qui fait de la course, tu es en forme. J'essaie. Ben non, mais tu es très en forme, mais tu n'as pas l'habitude nécessairement d'aller faire des mouvements que je propose, par exemple, dans ces capsules-là, qui sont des mouvements corps complet que tu essaies d'insérer. Oui, de plus en plus. Oui. Puis grâce à toi, puis avec tes recommandations, pour vrai, j'y ai vu une bonne récupération d'énergie. J'y ai vu également dans mon temps, dans ma course, pendant que je fais l'effort physique de la course notamment, beaucoup plus de tonus, d'énergie donc pour compléter mon tracé. Oui. Ça, j'ai vu la différence. Puis c'est bien que tu mentionnes ça parce que dans les contenus que je propose, je parle beaucoup de posture, finition de mouvement, puis t'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. On y va parce que le temps passe vite, puis j'ai le goût qu'on fasse beaucoup de choses. On essaie juste le squat, juste pour partir le bas. OK. Puis, tu sais, c'est des contenus. Le squat, c'est pas moi qui l'invente. Hein? Non. On le fait ensemble. Oui. Est-ce qu'on essaie d'aller ajouter un petit élément d'équilibre? Vas-y donc. Dépose bien tes talons là, pour que tu sois j'allais bien pas... placé. Oui. Donc, on parle posture, on parle technique d'exécution. C'est la plus-value. Est-ce qu'on ajoute un saut qui est tellement hot? Oui. Les sauts sont toujours optionnels. Good. Accélère-le juste un petit peu. Un petit peu. Alors, le défi aujourd'hui, c'est de garder la conversation, le sourire. Oui, c'est ça, tu veux. Parce que moi, si je parle, je suis pas comme toi, je vais... Pendant qu'on bouge, en même temps, faisant encore 8, OK. 7, 6, 8, c'est mon décompte magique. OK. Plus bas, plus haut. Combien on est rendu à quoi? 2 autres, on va dire. Jumping jack. OK. Au ferme. Oui, c'est ça. Oui, tu c'est fais-tu... celui-là, hein? Oui, moi, je suis comme un classique. Hey, c'est bon! Bien joué. Sens bien tes abdos. Oui. Comment ça va jusqu'à... Ça va bien, ça va bien. Tu m'as mis... Ça se fait bien, hein? Une petite capsule, 15 minutes. Ouais. 15 minutes. C'est bon. On prend plaisir à le faire. Encore vite. Je suis comme concentré, là. Très, très bien. 4. Est-ce qu'on fait les genoux levés? On pourrait. Genoux. C'est comme un jogging sur place, oui. ça. Mais les genoux un petit peu plus haut. OK. Tu le connais, hein, celui-là? Ouais, un petit peu. Ça paraît. OK, bien. Oh boy. Ouais, j'ai peut-être pas la technique, là, mais en tout cas... Non, mais tu l'as bien, j'allais dire oh boy, parce que je trouve que ça commence fort. Ouais. Pour les gens qui sautent pas... OK, ça tu peux faire ça comme ça, OK. Maintenant, Ouais. talons vers les fesses. OK. C'est ça. Ça travaille quoi? On est dans le cardio. Dans le cardio encore, OK. Oui. OK. Là, ça va? Ça va. Un petit saut à la corde. On est dans le cardio parce que c'est tellement bon, le cardio, mais on va faire des lunges. OK. On va tout stopper comme ça. On va te faire. Je vais mettre sur toi, là. Le lunge, peu importe la jambe, OK. pente alternée. OK. Comme un espèce de fente. Oui. Ah, mais t'es bien parti. J'ai dit fente alternée. Ça ou... Oui. Parfait. Regarde, on fait comme un tango. Ouais. C'est comme on... Parce que toi, tu le fais vers l'arrière, je le fais vers l'avant. Ouais, mais c'est vers l'arrière ou vers l'avant? C'est vraiment vers l'avant. Non, mais les deux sont bien. OK. Oui. Fait comme ça. Oui. Donc, c'est juste pour démontrer qu'en quelques minutes, on vient vite essoufflé, hein? T'es d'accord? Déjà. Oui, mais c'est pas la même chose que de courir un... Ben, c'est différent parce que l'intensité grimpe. Ouais. Ça va pour toi? Fait que ça, c'est un mouvement plus bas du corps. Ouais. On récupère au niveau de la du cardio, ouais. 4, 3, 2, puis je reviendrai si t'es d'accord à jumping jack. Ouais. Ouais. Parce que je me watch aussi, on assure le 2 mètres, on l'assure sur la... C'est vrai, hein? Sur le plateau. C'est pas mal le tapis. Ouais. Oh boy. On continue. Ça va comme ça? Oui. Bon, continue dans les jacks. Je vais faire juste des petites combinaisons OK. avec ces mouvements que tu connais maintenant. Ouais. Tu te rappelles des genoux alternés? Ouais. Version accélérée. Ce qui Ouais. est important à savoir, c'est qu'on n'est jamais obligé de sauter. Là, je le fais avec toi parce que t'es top shape. Oui, ça. Plus vite. Ça là-dessus, je peux te suivre. 8, c'est notre point de repère. Je tiens ici parce que c'est la boîte à micro qui bouge. Oui, aussi, Talons aussi en vers arrière. les fesses. Oui. Ça va, je tire le Une levier. alternance, finalement. Oui, ben, Comme ça. oui. Exact. OK. 8 comme ça, respire bien. Donc, c'est des mouvements répétitifs. OK. Et on travaille l'endurance musculaire principalement. Quelques instants encore. Ouais. On sent bien tes épaules. Oui. Je vais ramener dans pas long au squat. OK. OK? T'es prêt? Je te suis. Ici.
squat. Donc là, je l'ai transformé en sumo squat. OK. Faut dire que la musique est excellente. Elle est excellente. DJ Dandez, Dandez. notre caméraman. Good. Je peux-tu faire un grand plié? Moi, je le préfère. Je sais qu'il fait un peu balai. Tu peux garder ton sumo squat. OK. Sens-tu que la différence est un peu différente? Ouais. Ouais. Sensation plus intérieure de la cuisse. Ouais. On récupère, oui. Je récupère, là. Ça va bien, je parle pas, là, mais je survis. Ce que je te propose, on va faire ça encore quelques instants. Je vais finir avec des étirements. Puis tu me diras comment tu as trouvé ça. Super. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps D'élaborer. de faire plein C'est ça. de mouvements. J'aime bien faire des trucs au sol. J'ai choisi les mouvements debout. Ouais. Ça s'apprête mieux pour une Puis conversation. puis pour le plateau ici, là. Oui. Reste en bas. OK. Donc, t'es en sumo squat. Moi, j'ai ouvert un petit peu plus grand. OK. Descends là. Ça s'appelle des pulsations. Je veux juste que tu sentes une fatigue dans les jambes. Ouais, j'ai senti. Oui. Ouais. Ça va? Oui, ça va. 4. Je vais étirer le devant de la cuisse. On est rendu aux étirements. Puis en plus, regarde, on peut prendre un petit point d'appui si on OK. a besoin, si on le souhaite. Sinon, ça va aller. Ça va bien aller. Alors, bien. C'est le fun, hein? Vraiment. Ça fait du bien. Vraiment, je suis vraiment content trouve parce que que je me sens vraiment bien au niveau du bas du corps. Oui. Sans aucune. Je passe pas croche, là. Non, il passe pas croche, Non. mais ce que je trouve bien, c'est que c'est assez complet. Et Ouais. pour les gens qui sont occupés, parce qu'on l'entend souvent, tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas, tu sais, je sais pas quoi faire. Ben, revenons à la base en modifiant. Tu sais, j'ai juste ajouté des C'est une éléments. petite routine qui prend 15 minutes de notre vie. Oui. Finalement. Oui, puis c'est très complet parce qu'on part très rapidement avec un échauffement, on fait les mouvements. Puis à la fin, on fait un petit peu d'étirement, rien de... Est-ce qu'on aurait pu ajouter des poids, par exemple? On aurait pu... Quelqu'un qui a un 15 livres, un 10 livres à la maison. Fais-moi donc celui-là. On aurait... Oui, certainement. Ouais. Le seul truc, c'est que je construis les capsules pour l'instant avec Ouais. pas d'équipement. Ouais. Mais quelqu'un qui a des poids et qui est un petit peu, on va dire, connaît un peu, Ouais. comme toi, par exemple, tu pourrais rajouter Certains exercice. éléments Disons que de- je fais un push-up. Ouais, mettons que j'en fais un. Mettons que. Mettons que tu nous ferais Mettons qu'on une me suit à la démonstration. caméra, là, mettons. Mettons qu'on me Wow, suit. très bien. Wow, continue comme ça, c'est donc bien bon. Je te laisse l'idée. T'en fais combien? Bon, j'en fais 20 au moins, minimum. Excellent. Je fais des séries de. Moi, je vais continuer comme ça en étirement. Excellent. T'es rendu à quoi? Un, Bien ta 10, tête en 10 prolongement du dos. Oui, excellent. J'en fais 10-12 à peu près. Ah, ben bon, ça, on aurait tout fait ça par terre, des push-ups. Redressement assis. Mais ça, c'est grâce à toi parce que j'ai recommencé à faire des push-ups après mes courses. Et vraiment, ça fait une grande différence, comme on indiquait tantôt. Ben oui. Et sinon, les triceps, je pense, si je me mets comme ça. Oui, exactement. Puis c'est drôle parce que j'allais te proposer un étirement pour ça juste après. OK. Vas-y. Nettement plus dur, trouves-tu? Oui, vraiment. Plus prenant. Pourquoi? Parce que l'arrière du bras est un peu moins fort. Ouais. Typiquement, pas tout Il le nous temps. reste 1 minute. Continue comme ça. Je vais en faire encore 4. Oui, puis après ça, viens me retrouver, je te propose un étirement debout. OK. Excellent. Attention à ne pas laisser la tête descendre bien. On va étirer, bien joué. Ouais. Bien joué, non, mais pour vrai, parce que tu les fais sur les pieds. Ouais. Dans les capsules, je propose toujours des alternatives. je parle un peu à la caméra. C'est Change de correct. côté. On étire arrière du bras. Ouais. Ben pour répondre à ta question, je suis pas... Oui, ah oui, regarde, ben Ouais. oui. Excellent, étirement des abdos en plus. Va un Ouais. petit peu plus loin, respire bien, descends les épaules, oui. Je suis pas fermée à l'idée d'ajouter de l'équipement. Pour l'instant, ce que je voulais, c'était aider les gens qui n'ont pas besoin de rien, sauf peut-être une serviette, Exact. un tapis. C'est ce que je vais avoir besoin. J'aimerais bien avoir la chance d'insérer des petites pièces d'équipement pas trop dispendieuses pour aller continuer à pousser les limites, sortir les gens de ce qui est confortable pour eux, puis rendre ça intéressant toujours. On te suit tout l'été sur Oui, nos ondes, suivez-moi. 2 temps, 3 mouvements sur le tvRL.ca, sur tes Bravo, plateformes. bravo. Merci. Quelle forme! Merci de ta visite. Bel été à toi. Bel été! Je pensais, en voyant le film, je me disais, bon, pas certain qu'il va être super bon avant même le début du visionnement. Je vais vous dire pourquoi, Nicolas Vincent Poirier. Salut tout d'abord. Salut Alex. Pourquoi je pensais ça? Un VVS film. Ah oui, mais VVS Films, c'est des distributeurs et au début, oui, c'est des films plus ou moins bons qui distribuent. Maintenant, À faible budget Oui, c'est et plus le cas des scénarios maintenant. très douteux parfois, mais bon. Oui, mais tu sais, bon, on commence tous en quelque part. Ah oui. Et aujourd'hui, eh bien, c'est plus le cas parce que ils nous ont apporté un homme en colère. Oui. Et parlons-en, parce que, mais on va se le dire, si tu veux résumer la carrière des films de Jason Statham, c'est un homme en colère dans tous ses films. Ah oui, ah oui.
Mais pas au début. On va en revenir un petit peu plus tard au début de sa carrière. Ouais. Mais dans ce cas-ci, Un homme en colère, c'est un remake d'un film français de 2004 avec Jean Dujardin. Et cette adaptation aussi, c'est réalisé par Guy Ritchie, qui est un de mes réalisateurs préférés. Ouais, puis un des réalisateurs britanniques probablement les plus populaires et les plus aguerris depuis une vingtaine, trentaine d'années. Là. Oui, bien, je te dirais que son style, on le voit très bien, son style. C'est un peu comme Christopher Nolan, qui a un style aussi très particulier. Et dans ce film-ci, je veux pas trop en dire, parce que quand moi j'ai vu le film, j'avais vu, bon, la bande-annonce, mais c'était pas tout à fait clair ce que c'était. Comme tu l'as dit, c'est un Jason Statham qui interprète un homme en colère, encore une fois. Et dans ce cas-ci, il joue un mystérieux personnage qui va être engagé dans une compagnie de fourgons blindés qui vont chercher de l'argent. Puis au début, il a l'air un peu incompétent. Tu sais, je veux dire, ça a pas l'air d'être un gars très flamboyant, il passe un peu inaperçu, très low profile. Là. C'est ça, il passe les tests correctement. Tu sais, bon, on comprend, on présume qu'il cache quelque chose, parce que sinon, ce serait juste l'histoire d'une personne incompétente qui essaye tant bien que mal de garder son emploi. Ça serait un petit peu long. Ben oui. Mais c'est pas ce qui va arriver, parce que il y a un braquage, il y a une tentative de braquage et Jason Statham sauve la situation et l'argent. Et là, il est applaudi, tout le monde l'aime, on va lui donner une promotion, son patron l'adore. Et on comprend qu'il cache quelque chose. Un passé. C'est ça. Et une partie du film, la première partie du film, c'est vraiment sur, l'histoire de ce personnage-là au début. Et après ça, on embarque dans l'histoire qui s'est passée une partie avant ce qu'on a vu là et qui va expliquer un petit peu les motivations de ce personnage. J'embarque pas dans les détails parce que j'ai été surpris quand j'ai vu le film. Quand tu as appris ça, mais en même temps aussi, c'est que c'est un film qui respecte les codes de ce genre de film. Dans le sens que on respecte les fusillades, les scènes d'action, les pétages de gueule, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, là. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que j'ai apprécié dans la première partie, avant qu'on embarque vraiment dans les détails et les explications, c'est vraiment le côté mystérieux du personnage. Ce genre de personnage mystérieux-là, on peut les voir dans toutes sortes de situations, mais un gars qui a l'air un peu incompétent puis qui veut juste se faire engager pour juste... Il veut même pas voler l'argent, il veut juste faire son travail puis sauver du monde s'il faut. J'ai trouvé que c'était un petit peu rafraîchissant. Et venant de Guy Ritchie, un réalisateur que j'adore, là... Oui, moi aussi. Puis aussi, c'est la quatrième collaboration entre Guy Ritchie. Entre les deux, oui. Puis, Ben, on peut-tu dire que Guy Ritchie a un petit peu lancé Jason Statham? Ah oui, dans son premier film, Lock, Stock and Two Smoking Barrels en 98, eh bien, dans ce temps-là, Jason Statham, c'était un mannequin pour une compagnie de vêtements qui a investi massivement dans le film de Guy Ritchie. Et puis là, ils se sont présentés, il y a eu une audition et c'est là que la carrière de Jason Statham a commencé. Ça a vraiment explosé, oui. Et le deuxième film de Jason Statham, ça donne que c'est aussi le deuxième film de Guy Ritchie. C'est ça, Snatch, en 2000. Donc, il y a déjà une habitude de travailler ensemble. Et chose intéressante aussi que j'ai trouvée, c'est les jeux en fait, les fans de jeux vidéo. Certaines scènes me faisaient penser à Gran Turismo ou, tu comprends ce que je veux dire? Certaines scènes du film, comment ça a été tourné. J'ai vraiment trouvé ça pour les scènes de fusillade, entre autres, et de... J'ai pas de repère. Je sais c'est quoi le jeu, mais j'ai jamais joué, donc mais je peux imaginer un peu. C'est ça. J'ai trouvé que sur l'aspect visuel, il y avait ça également. Puis aussi, il y a quand même de bons comparses qui l'entourent. Des acteurs comme Josh Hartnett. Ah oui, Scott Eastwood. Scott Eastwood. Ah oui. Vraiment, tout est parfait dans ce film-là. Pour ce que c'est, on s'entend, ça ne gagnera pas un Oscar, je ne pense pas du tout. Non plus. Mais tu sais, ce film-là a 40 millions de budget. C'est un tout petit budget, là, comparé à ce que Guy Ritchie a déjà fait. Le Roi Arthur, qui a été un flop incroyable, qui a un budget de je ne sais plus trop combien de millions de dollars. Et dans ce cas-ci, 40 millions avec un box-office jusqu'à date de 80 millions à travers le monde, c'est un des meilleurs résultats pour un film de Jason Statham qui le porte sur ses épaules. Parce que
c'est lui la grosse star de C'est ce ça, c'est lui. film-là. Ben oui. Puis en même temps, on est dans une reprise avec l'ouverture bientôt, la zone orange, avec Oui. plusieurs zones aussi qui tomberont peut-être au jaune et verte aussi, éventuellement au Québec. Donc, la reprise du popcorn dans le cinéma Guzzo Oui. va sans doute aider ce genre de film-là. Et j'ai goût qu'on parle juste quelques minutes, parce qu'il nous reste un peu de temps, de Jason Statham, parce que pourquoi, selon toi, il se démarque dans ce genre de film-là? Parce que tu as des Liam Neeson qui font ce type de film-là. T'as certains acteurs qui font toujours dans ce même genre de tête d'affiche, sont les têtes d'affiche de ce même genre de type de film-là. Et pourquoi, selon toi, Jason Statham arrive en tête de liste dans ce type-là? Tu prends Johnny Depp, OK? Pendant des années, Johnny Depp, bon, que ce soit le personnage de Jack Sparrow ou n'importe quel personnage qu'il interprétait dans un film de Tim Burton, c'était un peu le même. On allait voir un film de Johnny Depp, on savait à quoi s'attendre. Chaque acteur a un peu leur marque de commerce. Bruce Willis a la sienne aussi. Jason Statham a la sienne, puis ça a débuté, je pense, avec Le Transporteur en 2002. Parce qu'au début de sa carrière, Jason Statham, comme n'importe quel artiste, se cherchait un petit peu. Le Transporteur l'a guidé dans une direction. Après ça, Cranké aussi, le film avec c'est Cranké. ça. Crank en 2006, c'est ça vraiment qui a forgé sa marque de commerce. Parce qu'avant ça, il a essayé des choses. Puis même là, aujourd'hui, il fait de la comédie des fois. Il a fait des films un peu plus dramatiques. Un peu comme Guy Ritchie aussi, qui a fait le remake d'Aladin. C'est vrai. Tu sais, donc, lui aussi, Guy Ritchie, il essaie toutes sortes de styles, même si on comprend très bien c'est quoi son vrai style, si on le laisse aller, si on lui donne toute la créativité. Puis à comprendre aussi qu'il y aura bientôt un Rapide et Dangereux 9. Oui. Alors, on verra sans aucun doute Statham donc à l'affiche avec Dwayne Johnson et compagnie. Donc, ce genre de participation-là avec The Rock, pour ne pas l'appeler, Dwayne Johnson, ça lui a permis, avec la filière aussi Rapide et Dangereux, je pense, de donner encore plus d'impulsion à sa carrière dans une franchise qui de plusieurs milliards de dollars comme ça. Tout à fait, parce que tu regardes n'importe quel acteur de film d'action, ils ont un moment où ils sont très célèbres, ça va bien, puis après ça, bon, ils deviennent un peu moins populaires. Il y a un creux de vague, là. Il y a un creux, puis comme tu prends Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, qui font encore des films, mais des films à petit budget. Série B, même série C. C'est ça. Donc, Jason Statham, ce qui l'a empêché d'aller dans cette direction-là, c'est probablement les Rapides et Dangereux. Et le fait d'essayer des choses différentes aussi, toujours. Lui a permis de pouvoir. Et il nous reste 2 minutes. Ton film de l'été qui s'en vient, évidemment, ce sera assez bien garni. On peut l'espérer parce que, comme je le disais précédemment, il y a une relance avec les zones qui vont se remettre donc en des couleurs un peu plus attirantes, pas seulement pour la santé publique, mais pour les gens, évidemment. Va nous permettre de pouvoir assister à des films dans les salles obscures. Alors, pour toi, le film de l'été à surveiller pour les gens qui nous écoutent en 1 minute? Personnellement, c'est Black Widow. Ça fait plus d'1 an que j'attends ce film-là. Le 7 juillet, le 9 ou le 7 juillet? Le 9 juillet, je pense. Ouais. Ou peut-être dans c'est le début juillet, 7 ou 9 juillet. Ça. Mais, le début juillet. Et moi, ce que j'ai hâte, c'est que, bon, on sait ce qui est arrivé au personnage de Black Widow dans Endgame. Ouais. Et là, que Marvel décide de faire un film, une espèce de prequel à tout ce qu'on connaît de leur univers, je me dis, il y a une raison derrière ça. On n'a pas vu la fin de ce personnage-là. Ça sera... Moi, il y a quelque chose. Je suis sûr qu'il va avoir un punch dans ce film-là. C'est comme le méchant dans le film Taskmaster, un personnage qui a un masque, on ne sait pas son identité. Moi, je pense que dans Black Widow, on va comprendre que, d'une manière ou d'une autre, on n'aura pas vu la fin de ce personnage-là. Et c'est tant mieux parce que je l'apprécie beaucoup. Moi aussi, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle devrait quitter là? Et les Avengers, la série Avengers, la franchise Avengers nous a toujours aussi conviés à de gros rebondissements. Alors, parions que ce sera le cas avec cette franchise. Un grand merci de nous avoir parlé. Un bel été, puis on se retrouve à l'automne. Merci, Alex. Oui, un bel été à toi aussi.
très content de l'accueillir parce que, évidemment, c'est l'été. On le voit, les terrasses ouvrent ou au moment où vous allez attraper cette émission, elles sont peut-être sur le point de s'ouvrir dans votre secteur, votre resto préféré. Et justement, elle est là pour nous donner des chroniques mode et des incitatifs à sortir et à vivre l'été pleinement. Merci d'être là, Valérie Laflamme. Merci à toi. Merci. Accessoires, c'est ce vers quoi tu nous diriges aujourd'hui pour ta chronique dernière de la saison. Commençons tout d'abord avec quoi les accessoires crochetés qui auront la manne cet été, ouais. Exactement, comme j'avais parlé un peu lors de ma chronique sur les compagnies locales, les accessoires crochetés cet hiver, on en voyait partout, mais la tendance se poursuit pour cet été. Donc d'abord, moi, mon indispensable, c'est le fameux chouchou crocheté comme ça, l'élastique à cheveux. On peut porter un ensemble tout simple, justement un chandail blanc, un jeans. On rajoute l'élastique à cheveux crocheté de couleur et ça rajoute du punch à nos looks. Puis d'ailleurs, tu me permettras cette question qui peut paraître tellement niaiseuse, mais évidemment, comme tu peux voir, je ne porterai pas, je suis pas la clientèle type pour ça. Mais je vois plus de femmes le mettre dans leur poignet que de le mettre dans leurs cheveux. Ça ajoute aussi un petit côté bracelet, coquette, puis souvent, l'été, on a chaud, on veut sortir les cheveux lisses, comme tu as dit, pour aller sur les terrasses, on se met coquette. Mais à un moment donné, il fait chaud, le soleil plombe, fait qu'on l'a à portée de main pour se le mettre dans nos cheveux. C'est ça, des fois, certains, si les cheveux deviennent bouclés, s'il y a moindrement un petit peu de pluie ou autre, c'est un bon... Exactement. Ça nous sauve bien des choses. Sac filet, tu as apporté aussi un sac filet. Donc, j'imagine que c'est celui-là. Exactement. Le sac filet comme ça ici, il a été d'abord fait comme sac réutilisable pour aller à l'épicerie, chercher nos fruits et nos légumes. Mais on l'a plutôt vu les dernières années, l'été dernier plutôt, comme sac de plage. Donc, on mettait nos crèmes solaires, nos serviettes et tout. Mais par exemple, là, on le sort des épiceries, on le sort de la plage et on l'amène nos sorties au restaurant, nos brunchs. Moi, ce que j'aime faire, c'est quand je sors avec mon sac filet, je prends des pochettes de couleurs différentes. Donc, une pour mettre mon maquillage, une pour mettre mon portefeuille, ma monnaie. Et ça fait tout un look, tout punché. Donc, ça rajoute un côté un peu olé-olé à nos outfits. Oui. Puis, je sais pas, on dirait qu'il est comme... il est tressé, là, mais c'est fait donc de laine pure du Québec de chez nous. Là, oui, bien exactement. Moi, celui-là, je l'ai acheté chez Renaud-Bré, par contre, mais on peut en trouver vraiment partout. Oui. On en trouve de toutes les couleurs, de tous les goûts. Aussi les fabriquer, peut-être. C'est ça qui est le fun, parce que ce que tu nous proposes depuis tantôt, on peut se les faire nous-mêmes. Là. Exactement. Donc, je vais vous proposer des petits trucs, des activités aussi à faire en famille, en journée de pluie, en faisant des accessoires qui est tendance pour cet été. Et, je sais pas si... Est-ce que tu aimes le country, premièrement? J'adore. Bye bye mon cowboy de Mitsu. C'est la tendance de cet été. Oui. Donc, les bottes de cowboy, les chapeaux de cowboy, on va en trouver partout. On va aller chercher un petit peu la vieille époque américaine avec un look un peu plus sport pour faire le sport chic. Et on rajoute les bottes de cowboy à nos looks avec un veston, les bottes de cowboy. On va en avoir partout cet été. Autant avec des robes colorées. Je suis content parce que moi, je viens du pays, du country. Je suis natif de la région de Saint-Tite et les bottes de cowboy, je suis né là-dedans. C'est confortable, des bottes de cowboy. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça inconfortable, mais moi, je trouve ça confortable. Okay? Je suis peut-être un des rares. Je vois, je vois Daniel qui est notre évidemment caméraman qui n'a pas l'air sûr, mais bon. Mais toi, est-ce que tu la portes dans toutes circonstances? Moi, j'en ai 2 paires à la maison. J'ai la brune qui est ici et j'ai des noirs. Je les porte avec des robes, avec des shirts. Simplement, juste une petite soirée sur le bord d'un feu avec un coton à thé, mes bottes de cow-boy et mon outfit est fait. Même dans mon groupe d'amis, c'est rendu un peu le running gag. Je suis la cowgirl de la gang. Je fais pas d'équitation, par contre, mais j'adopte la tendance à 100 Qu'en est-il des chapeaux? Parce qu'il y a eu une vague, il y a ça quelques années, de chapeaux, surtout sur le plan des femmes. On le voyait beaucoup comme accessoire. Est-ce que c'est encore en vogue ou, au contraire, on l'a délaissé un petit peu cette année? Le chapeau est toujours encore là très cet été. Surtout qu'on sait que le soleil il est rendu très fort, il faut se protéger. Ça m'amène à vous présenter une autre tendance, le foulard 3 en 1. On dit 3 en 1, mais on peut l'utiliser pour beaucoup plus que 3 types d'accessoires. Donc, c'est comme un foulard très simple, comme celui ici. La première façon de le porter, c'est en foulard sur la tête pour se protéger du soleil. Donc, c'est parfait pour les road trips. On la porte, on peut faire plein de choses avec. On peut aussi vous faire un chandail bandeau.
comme ça, pour des petites soirées un peu plus coquettes. C'est ça, exact. Exactement. Frais un petit peu des fois, oui. quelques soirées d'été. Là. Aussi, on peut aussi faire juste une jupe paréo pour par-dessus un maillot de bain quand on va à la plage. Et même, on peut le rouler pour faire une ceinture avec un jeans. Oui. Donc, c'est vraiment le foulard qu'on veut avoir l'été. On peut en trouver partout dans les friperies. Moi, j'adore aller là. On en trouve de tous les goûts, toutes les couleurs. Puis on peut le porter avec n'importe quoi. Ce qui est intéressant aussi, tu dis dans les friperies, puis je sais que toi, il y a beaucoup de choses que tu nous amènes comme proposition. Oui. C'est souvent pris dans des friperies. Là. Ça coûte pas cher, c'est du recyclage. Éco-responsable. Donc, très intéressant. Bagues, bijoux, là, cette fois-ci? Oui. Bon, on va commencer avec les bagues de plastique, les bagues de résine, qui nous rappellent un peu les années 2000 avec les grosses bagues de couleur. Puis moi, ce que j'aime des bagues de plastique pour cet été, c'est que souvent, nos bijoux, avec la chaleur, la sueur, on se baigne, ils nous décolorent dessus. Surtout les gens qui ont la peau acide, avec les bagues de plastique de couleur, il n'arrive pas de coloration parce que c'est en plastique. Et des fois, c'est dur à enlever. Tu sais, il fait chaud, on a les doigts, on joint l'utile à l'agréable. Oui. Mais présente-moi, est-ce que... donc, ça peut être... toi, t'en as... En fait, sur les mains. Les bagues de plastique, c'est quasiment en rupture de stock partout. Oui? C'est très populaire. J'en ai commandé, je les ai pas encore reçues. Par contre, moi, je m'en suis fait un peu moi-même une journée bricolage, une journée de pluie à la maison. C'est avec une genre de pâte à modeler, ça s'appelle la pâte Fimo, qu'on peut faire, on peut former, on peut faire des boucles d'oreilles. Moi, j'ai fait des bagues en attendant de recevoir mes fameuses bagues de plastique. C'est très le fun, on les met au four et ça nous fait des petits accessoires. Elles sont belles, sincèrement, là, si on peut le montrer à l'image. Je pense qu'on les voit présentement, mais je trouve ça super belle avec une petite étoile, je crois. Là. Exactement. C'est-tu le genre de bague que tu aimerais recevoir d'un garçon, peut-être fiancé, peut-être marié? Peut-être pas exactement comme celle-là, mais peut-être un jour. Certainement. Reste à voir. On va te le souhaiter. Et peut-être parce qu'on le sait, l'amour, l'été, c'est fait pour jouer, là, tu sais. Le summer love qu'on te souhaite. Mais sinon, donc aussi, tu nous proposes donc de ces colliers, hein? Exactement. Des colliers de baies, de perles. Un autre... Des colliers aussi, ceux-là, on peut les faire aussi très facilement à la maison avec les enfants. C'est une activité. Ça nous rappelle un peu les vacances. Tu sais, les fameux colliers qu'on achète en vacances avec des coquillages. Bien, on amène les vacances à la maison cet été. On peut se faire les colliers de baies comme ça, autant pour les femmes, pour les hommes. On a vu Harry Styles, J.D. Stamp le porter. Mais cet été aussi, on va l'avoir en chaîne pour le corps, pour aller avec nos fameux maillots de bain. On peut les agencer. Et avec un foulard, non, peut-être moins. Exact. Bien, avec le foulard sur la tête, la chaîne au aussi, corps. Mais ce qui est très le fun aussi, c'est qu'on va avoir les chaînes qu'on pourra mettre aussi accrochées à nos fameux masques qu'il faut qu'on porte partout. Donc, quand on va sur les terrasses au restaurant, on a la chaîne, on descend le masque, on mange, on remet le masque. Donc, les colliers, les chaînes de baies, on peut en faire pour n'importe quoi, qui est très utile, le fun à faire en activité à la maison. Et là, il nous reste peu de temps, mais on a quand même aussi, il nous reste en 1 minute, les lunettes de soleil. Exactement. On est retour aux années 70 ou 80? On peut pas parler d'accessoires d'été sans parler de lunettes de soleil. Donc, la première tendance des lunettes de soleil, ça va être les lunettes très carré. On va aller aussi avec un verre, un peu comme celui-là ici, un verre qui est un peu transparent. On va laisser voir les yeux à travers. On le sait, on a le masque, on ne veut pas couvrir tout le visage. Donc, on va souvent avoir des lentilles aussi qui vont être de couleur. Donc, des lentilles plutôt vert, orangé, rouge, qui est très, très tendance. Et l'autre type de monture qui est populaire, c'est vraiment comme celle-là ici, le sport chic, qui va être un peu inspiré des tenues de tennis, d'aviateur. Donc, ça va être vraiment une esthétique élégante et performante en même temps. Puis, j'imagine que les Ray-Ban style Top Gun, Tom Cruise sont toujours classiques. C'est des classiques. Là. Exactement. Puis aussi, dans la monture vraiment sport, on va l'avoir un peu allongée sur le côté, comme les fameuses lunettes de cyclisme. OK. Hey, donc, on va dire bonjour au soleil de l'été, si ça te tente. Si tu veux mettre tes lunettes de soleil pour terminer la chronique, cette dernière de cette année. Hey, un grand merci. Merci à toi. À toi, Valérie Laflamme. Il est donc maire suppléant de la ville de Laval, également membre évidemment du mouvement lavallois, aussi conseiller municipal pour le secteur Duvernay-Pont-Vieux. Je suis très content de l'accueillir à nouveau parce qu'on lui avait parlé de cela quelques semaines. Monsieur Stéphane Boyer, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Trudel, un plaisir. Moi aussi. On s'était parlé dans donc, un premier rapport, une première démarche auprès de différents intervenants de la ville de Laval, du secteur économique. Et là, deuxième rapport qui est dévoilé pour la relance économique, davantage accentué maintenant, tourné vers le secteur culturel. Donc, premier constat, premier élément que je vais aborder avec vous, comment s'est fait cette démarche et de quelle façon?
Oui, ben en fait, on sait la pandémie a durement impacté la société. On a beaucoup parlé dans la dernière année de l'impact économique, les entreprises, les pertes d'emplois. Mais l'impact n'était pas seulement économique, c'est un impact aussi social sur la société, sur les familles, sur la culture. Et donc, c'est une pandémie qui nous a affectés de différentes manières. Donc, on a commencé un processus de consultation en différents volets. Vous l'avez mentionné, on a consulté entre autres le milieu économique il y a environ un mois ou deux. Maintenant, on s'attarde plus particulièrement au milieu culturel. Donc, voir comment est-ce que la pandémie a impacté le milieu culturel et qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant à la Ville de Laval pour aider ce milieu-là. On veut savoir est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience qu'on a vécue collectivement. Et comme dans n'importe quel changement, des fois, il y a des opportunités à saisir et c'est aussi souvent un moment propice à se poser la question, mais pour l'avenir, qu'est-ce qu'on veut, puis mettre en place des changements. Et parmi, entre autres, ce qu'on constate dans votre rapport, il y a d'améliorer l'accès à la culture. Donc, qu'est-ce qui peut-être n'était pas en fonction avant la pandémie et qu'est-ce qui pourrait être fait là, dans cette relance culturelle? Oui, je vous dirais, de manière générale, la culture, on n'en a jamais assez. Le domaine culturel, l'art, c'est souvent ce qui fait l'âme d'une ville, c'est ce qui donne de la saveur à nos vies. Donc, c'est important. Et donc, de manière générale, à Laval, depuis plusieurs années, on travaille à supporter nos organismes culturels, à les faire rayonner, à offrir plus d'événements pour nos citoyens, plus d'opportunités d'être en contact avec l'art au final. Ouais. Mais la pandémie aussi, plus précisément, a eu des impacts. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de spectacles qui étaient prévus juste avant le début de la pandémie, qui ont été reportés dans le temps, donc qui ont été cancellés de manière temporaire. Mais depuis 1 an et demi, il y a aussi d'autres spectacles qui se sont créés entre-temps. Et une des choses que le milieu artistique nous dit, c'est que il y a une petite préoccupation à savoir, est-ce que lorsqu'on va reprendre une vie normale, est-ce qu'on va avoir assez de salles de spectacle ou de lieux de diffusion pour pouvoir projeter tout ça? Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un emploi, pour qui ça a été difficile, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont gardé leur emploi et qui ont juste arrêté de voyager, arrêté de dépenser, arrêté de sortir au restaurant ou au bar. Et donc, une des préoccupations, c'est de savoir quand le déconfinement sera total, est-ce que les gens n'auront pas juste une joie de vivre, ils ne voudront pas juste davantage sortir, célébrer, profiter de la vie. Et donc, où allons-nous accueillir tous ces événements-là? Et une des solutions qu'on veut mettre de l'avant, justement, c'est de peut-être mettre à profit les espaces publics de la ville, nos parcs, nos bâtiments publics, nos berges. Est-ce que ça peut devenir des lieux de diffusion ou des lieux pour accueillir l'art? Et est-ce que de favoriser l'accès aussi, c'est de permettre à la personne, l'amateur de culture, sous toutes ses formes, de favoriser peut-être son déplacement, c'est-à-dire un trajet de transport en commun pour ceux qui n'ont pas de voiture? Est-ce que c'est de favoriser peut-être aussi un bâtiment qui n'est peut-être pas muni pour une personne à mobilité réduite? Tu sais, des fois, on a des vieux bâtiments qui n'ont pas été nécessairement adaptés ou peut-être actualisés. Est-ce que ça fait partie de la réflexion aussi? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, vous touchez un point très intéressant avec le transport en commun, parce qu'on ne veut pas non plus regarder les enjeux en silo. On veut avoir une vision globale. Et une des idées qui est ressortie de ces consultations publiques-là, c'est de faire le constat qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont souffert de la pandémie, mais en même temps, on a un autre enjeu, c'est le transport en commun. Beaucoup de gens sont retournés vers la voiture pendant la pandémie à cause de la crainte d'être infectés dans les transports en commun. Donc, on va devoir relancer les transports en commun. Et une belle idée qui est sortie de tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut offrir une expérience dans nos autobus, dans notre métro, qu'on ne pourra pas vivre en voiture, pour le rendre attrayant, le transport en commun. Mm-hmm. On pourrait penser, par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir notre comédien préféré de District 31 qui vient signer des dédicaces à bord d'une ligne d'autobus, ou avoir des spectacles musicaux créatifs, sur le quai du métro. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut offrir des expériences uniques qui vont à la fois donner des opportunités à nos artistes, mais qui vont aussi venir bonifier quelque chose d'autre, à savoir notre transport.
Exact. Et j'ai l'impression, et peut-être que je vais me tromper, mais on est très près de Montréal et ça peut être, bon, un avantage comme parfois un inconvénient parce qu'on oublie des fois ce qu'on a chez nous comme richesse et possibilités, justement, dans le contexte aussi, si je l'applique pour la culture. On le sait que Montréal, souvent, est l'hôte de beaucoup de tournages de cinéma hollywoodien, même québécois. Mais on a des magnifiques rivières, des berges qui pourraient être exploitées pour des tournages, par exemple un film d'époque. Est-ce que c'est pensé, souhaité de développer des tournages sur le territoire lavallois compte tenu de la proximité puis du savoir-faire lavallois? Absolument. Un constat qu'on a fait, c'est que le milieu culturel a été impacté de manière différente par la pandémie. Les arts vivants, les arts de la scène, l'événementiel a été très fortement impacté. Mais il y a aussi des secteurs qui sont en effervescence. La dernière année a été, disons, une année exceptionnelle pour plusieurs diffuseurs de contenu en ligne. On parle souvent de Netflix ou Crave ou de d'autres plateformes comme ça, qui, eux, veulent produire leur propre contenu. Donc, c'est des grandes, souvent, productions américaines, très intéressées à venir filmer au Québec pour plein de raisons fiscales, plein d'avantages. Et on se dit, ben pourquoi pas profiter justement de cette opportunité-là qui s'offre à nous pour offrir Laval comme lieu de tournage pour différents séries ou films. Et Laval, on a une super belle île, on a des boisés, des berges, on a des bâtiments patrimoniaux d'intérêt, on est bien situé, proche de Montréal, proche des aéroports, donc on se dit que ça pourrait être une belle occasion là, à saisir en attirant des tournages chez nous. Bien, vraiment, j'aime beaucoup cette idée-là. Et également parce qu'on dit souvent d'investir. Oui, d'investir, c'est bien, mais de bien investir, ça aussi, c'est une autre tangente également, surtout en culture, parce qu'on sait qu'un dollar souvent équivaut à, je pense, c'est 15 ou 16 dollars. Un dollar qui est investi en culture peut donc rapporter à une ville comme Laval quand même de plusieurs dollars également de bénéfices. Et donc, d'investir pour soutenir la culture, certes, mais est-ce que ça se fait dans une relance pour aider les organismes, les diffuseurs et les artistes à être en ligne, le fameux numérique, là, passer à l'ère numérique? Là. Oui, c'est un défi que nos organismes ont été confrontés. Plusieurs se sont tournés vers la diffusion en ligne, les événements en ligne, que ce soit au niveau de l'orchestre symphonique ou de certains comédiens. On a vu des humoristes, on a vu des chanteurs. Un défi qui reste avec le numérique, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer autant pour regarder quelque chose sur leur page Facebook, sur une plateforme web, que ce qu'il l'était pour aller en salle. Et donc, on doit accompagner nos organismes à faire un virage numérique pour ceux et celles qui le souhaitent, mais il reste ce défi-là de dire bien, comment est-ce qu'ils peuvent assurer leur autonomie financière. Et à ce niveau-là, on va, avec le rapport, un des constats qu'on fait, c'est justement cette nécessité-là de financer davantage nos organismes dans le milieu culturel et que ce soit des montants qui soient prévisibles et bonifiés année après année pour que justement nos organismes puissent planifier à long terme devant eux. Et on va tous en sortir gagnants d'avoir un milieu culturel plus fort. Surtout Laval qui a également cette possibilité puis cette richesse-là, on le sait, il y a une identité propre à chaque quartier qui est bien là. Puis il y a une belle diversité culturelle également. Puis je l'ai constaté, j'ai fait le tour de la ville pour la série d'un projet pour capsule historique de la ville de Laval. Et j'ai été à même de découvrir vraiment beaucoup de choses historiques et du patrimoine de Laval également. Et je pense que c'est un beau plan pour faire justement découvrir ou redécouvrir ce que vous amenez comme idée avec cette relance culturelle. Monsieur Stéphane Boyer, donc maire suppléant et évidemment de la ville de Laval, membre du mouvement lavallois et aussi conseiller municipal du Vernet-Pontvio. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'était un plaisir. Bonne journée à vous. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie d'ailleurs Daniel et Daniel à la caméra, Alain à la réalisation, aussi tout au long de la saison, Manon à la recherche, qui aura été une précieuse collaboratrice, tout comme ceux que j'ai mentionnés dans les dernières secondes. Vous aussi, merci d'avoir été là, de vous être manifesté à de nombreuses reprises sur notre page Facebook, tvrl.ca. Toujours une courroie de transmission également pour continuer de nous écrire durant la saison estivale. Évidemment, on garde le cap avec le bel été qui s'en vient. N'oubliez pas aussi notre bingo, toujours un rendez-vous très précieux les dimanches matins 9h30, 4 000 $, dont 3 000 $ pour cette semaine.
la carte pleine. Je vous souhaite un bel été. Vous l'aurez compris, c'est la dernière de la saison. On se retrouve cet automne et puis, on l'espère tous, avec plus de mots comme se réinventer et de ce genre de mots-là dans le lexique et qu'on pourra à nouveau se prendre dans nos bras, se dire qu'on s'adore et voir les nôtres sans aucune contrainte. Allez, je vous dis à très bientôt et de bonnes vacances et un bel été.